Bonsoir et bienvenue dans ce live de Santé Réussie TV. J'ai pris encore le risque aujourd'hui de venir sur TikTok. En attendant, allez, une petite gorgée de Fab pour démarrer. Wow. Si vous ne connaissez pas, c'est le Forever Active Boost. Physiologie croisée. Quand le corps ne fonctionne jamais en pièces détachées, c'est le thème du live de ce soir. Avant de démarrer la lecture de ce livre qui est le support du live, je vais partager une citation qui n'est pas dans le livre, mais qui dit un peu l'essentiel de ce que j'ai développé dans ce livre. La nutrition ne nourrit pas directement le corps. Elle nourrit d'abord le microbiote qui décide ensuite de ce que le corps va devenir. J'ai retiré ça des travaux de Sonnenberg dans The Good Gut. C'est une des références que vous retrouverez dans le livre. C'est un livre qui comporte 15 chapitres. Bien sûr, il y a l'introduction, et la conclusion et puis les annexes. Je démarre déjà par la préface de l'auteur. Pourquoi la vision organe par organe est devenue obsolète? Pendant des décennies, la médecine et la nutrition ont avancé avec une carte découpée du corps humain. Un organe, une fonction, un symptôme, une cible. Cette approche a permis des progrès spectaculaires en chirurgie, en urgence, en pharmacologie aiguë, mais elle atteint aujourd'hui ses limites lorsqu'il s'agit de comprendre les troubles chroniques, les déséquilibres silencieux et les échecs répétés de certaines stratégies nutritionnelles. Le corps ne fonctionne pas par compartiments étanches. Un intestin inflammé modifie l'expression immunitaire systémique. Un foie surchargé perturbe l'activation hormonale. Un déséquilibre minéral altère la transmission nerveuse. Traiter un organe sans considérer les réseaux dans lesquels il s'inscrit revient à réparer un rouage sans regarder l'horloge entière. Le mécanisme peut sembler intact, mais l'heure reste fausse. Cette vision organe par organe est devenue obsolète parce que la physiologie réelle est relationnelle, dynamique et interdépendante. Ce livre propose de renouer avec cette réalité. L'erreur historique de la nutrition réductionniste. La nutrition moderne a hérité d'une autre simplification excessive. L'idée qu'un nutriment isolé correspond à une fonction isolée. Vitamine D pour les os, fer pour le sang, calcium pour la solidité, magnésium pour la relaxation. Cette logique séduisante par sa clarté masque une vérité fondamentale. Un nutriment n'agit jamais seul. Dans le corps, une vitamine est rarement active telle qu'elle. Elle doit être absorbée, transportée, transformée, activée, dirigée vers les bons tissus et tout cela dépend d'autres nutriments, d'enzymes, d'organes fonctionnels. Sorti de son contexte physiologique, un micronutriment peut devenir inefficace, mal orienté, voire délétère. La nutrition réductionniste a produit un paradoxe moderne. Les individus supplémentés, mais toujours carencés fonctionnellement. Comprendre pourquoi impose de dépasser la logique de la molécule miracle pour entrer dans celle des réseaux biologiques. Compléments alimentaires entre promesses, échecs et véritables leviers physiologiques. Les compléments alimentaires occupent une place ambivalente. Pour certains, ils représentent une solution rapide. Pour d'autres, une illusion coûteuse. Les deux camps ont raison selon les cas. L'échec de nombreux compléments ne tient pas à l'idée de supplémentation elle-même,
mais à une méconnaissance profonde de la physiologie humaine. Forme chimique non activable, dose inadaptée, absence de cofacteurs essentiels, ignorance des antagonismes biologiques, mépris du rôle de l'intestin, du foie et du microbiote. A l'inverse, lorsqu'un complément respecte les lois de la physiologie, biodisponibilité réelle, synergie enzymatique, matrice cohérente, il devient un véritable levier fonctionnel capable de restaurer des voies métaboliques entières plutôt que de masquer des symptômes. Ce livre ne cherche ni à diaboliser ni à idéaliser la supplémentation. Il vise à la réconcilier avec l'intelligence du corps. À qui s'adresse ce livre? Physiologie croisée s'adresse à plusieurs lecteurs à la fois. Au grand public exigeant qui sent intuitivement que quelque chose ne fonctionne pas dans les approches simplistes et qui souhaite comprendre ce que fait réellement son corps sans jargons inutiles mais sans infantilisation. Aux thérapeutes et praticiens de santé confrontés aux limites des protocoles standardisés et désireux d'une lecture systémique des troubles chroniques, inflammatoires, métaboliques ou dégénératifs. Aux professionnels de santé et de la nutrition qui cherchent à approfondir leur compréhension des interdépendances physiologiques, à affiner leurs recommandations et à éviter les erreurs classiques de la supplémentation isolée. Ce livre n'est pas un manuel de recettes, ni un catalogue de produits. C'est une cartographie, celle des relations invisibles mais déterminantes qui font qu'un nutriment nourrit, soutient ou perturbe selon le contexte. Lire ce livre, c'est accepter une idée simple mais exigeante. Dans le vivant, rien n'agit seul et rien ne se corrige durablement en isolation. Si tu le souhaites, je peux maintenant passer au suivant, à l'étape suivante, l'introduction générale. Le corps comme un réseau vivant. Le corps humain comme écosystème interdépendant. Le corps humain n'est ni une machine assemblée par pièces indépendantes, ni une somme d'organes juxtaposés, accomplissant chacun leur tâche en solitaire. Il est plus justement comparable à un écosystème vivant au sens le plus rigoureux du terme, un ensemble de sous-systèmes en interaction permanente où chaque élément influence, régule ou conditionne le fonctionnement des autres. Dans un écosystème naturel, la disparition d'un insecte modifie la pollinisation, qui modifie la reproduction des plantes, qui modifie la chaîne alimentaire entière. Dans le corps humain, la logique est identique. Une muqueuse intestinale altérée modifie l'absorption des micronutriments, ce qui perturbe l'activité enzymatique, ce qui désorganise la production hormonale, ce qui finit par s'exprimer sous forme de fatigue, de douleur, d'inflammation ou de maladie chronique. Ce qui rend le corps vivant n'est pas seulement la présence de ses composants, mais la qualité de leurs relations. La physiologie ne repose pas sur des éléments statiques, mais sur des flux d'énergie, d'informations, de nutriments, d'électrons, de signaux hormonaux et nerveux. Penser le corps autrement que comme un réseau dynamique, c'est ignorer sa nature profonde. Pourquoi aucun nutriment n'agit seul? Un nutriment n'est jamais un acteur principal, il est un maillon, un cofacteur, un déclencheur conditionnel. Pris isolément, un micronutriment est comparable à une clé sans serrure ou à une lettre sans alphabet. Sa simple présence ne garantit ni son efficacité, ni même son innocuité. Pour agir, il doit être, notez bien, absorbé, être transporté, être transformé chimiquement, être activé enzymatiquement, être orienté vers le bon tissu et être intégré dans une voie métabolique fonctionnelle. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Chacune de ces étapes dépend d'autres nutriments, d'organes fonctionnels, de signaux hormonaux
et d'un terrain biologique favorable. Une vitamine peut nécessiter un minéral pour être activé. Un minéral peut devenir toxique sans antagoniste naturel. Un antioxydant peut devenir pro-oxydant en l'absence de son réseau de régénération. C'est ici que s'effondre l'idée simpliste du manque égale apport égale correction. Dans le vivant, le contexte est plus important que la molécule. Le concept central de la physiologie croisée. La physiologie croisée désigne l'étude et la compréhension des mécanismes par lesquels un organe conditionne la fonction d'un autre. Un nutriment dépend de plusieurs cofacteurs. Une voie métabolique influence des systèmes apparemment éloignés. Un déséquilibre local produit des effets systémiques. Ce concept repose sur une idée fondatrice. Dans le corps humain, chaque fonction est le résultat d'un dialogue. Dialogue entre intestin et cerveau, entre foie et hormones, entre minéraux et enzymes, entre inflammation et métabolisme énergétique. Rien n'est linéaire. Tout est circulaire, adaptatif, compensatoire. La physiologie croisée ne s'oppose pas à la science analytique. Elle la dépasse en la replaçant dans une vision intégrative. Elle ne nie pas les données biochimiques, elle les relie. Elle ne simplifie pas à outrance, elle hiérarchise et met en réseau. Du symptôme isolé au dysfonctionnement systémique. La majorité des symptômes modernes, fatigue chronique, douleurs diffuses, troubles digestifs, inflammation persistante, dérèglement métabolique, ne sont pas des défaillances locales. Ils sont des signaux d'alarme systémiques. Un symptôme est rarement le problème. Il est l'expression visible d'un ensemble de compensations invisibles. Supprimer le symptôme sans comprendre le réseau qu'il a produit revient à faire taire une alarme sans éteindre l'incendie. La physiologie croisée propose un changement radical de perspective. Passer de la question « que manque-t-il » à « quelle relation est rompue ». Ce livre invite le lecteur à abandonner la logique de la correction ponctuelle pour adopter celle de la restauration fonctionnelle. Restaurer une absorption plutôt qu'ajouter une dose. Restaurer une activation plutôt qu'accumuler des apports. Restaurer une synergie plutôt que multiplier les substances. Comprendre le corps comme un réseau vivant, c'est accepter une vérité exigeante mais libératrice. On ne soutient jamais une fonction sans en soutenir plusieurs autres en même temps. C'est sur cette base que s'appuie tout le reste de cet ouvrage. On entre maintenant dans la première partie, les fondements de la physiologie croisée. Chapitre 1. L'illusion de la supplémentation isolée. Pourquoi prendre un nutriment ne garantit aucun effet? Dans l'imaginaire collectif, la supplémentation repose sur une équation simple. Carence, apport, correction. Cette logique intuitive mais trompeuse ignore la réalité biologique du vivant. Le corps humain ne fonctionne pas selon une logique d'addition, mais selon une logique d'intégration fonctionnelle. Prendre un nutriment, c'est introduire une matière première dans un système complexe. Or, une matière première n'a aucune valeur si l'usine ne peut ni la réceptionner, ni la transformer, ni l'acheminer vers la bonne chaîne de production. Le nutriment peut être présent en abondance dans l'organisme sans jamais être fonctionnellement actif. Cette confusion entre apport et effet est au cœur de l'illusion de la supplémentation isolée. Elle explique pourquoi tant de personnes consomment des compléments depuis des années sans amélioration durable et parfois avec une aggravation silencieuse de certains déséquilibres. Présence, absorption, activation, utilisation, 4 niveaux souvent confondus. Pour comprendre pourquoi un nutriment peut échouer, il faut distinguer 4
niveaux physiologiques fondamentaux trop souvent amalgamés. 1. Présence. C'est le niveau le plus superficiel. Le nutriment est ingéré, mesurable dans l'alimentation ou le complément. Cela ne dit strictement rien de son devenir biologique. 2. Absorption. Le nutriment traverse réellement la barrière intestinale. Est-ce le cas? Cette étape dépend de l'intégrité de la muqueuse intestinale, du microbiote, de la forme chimique du nutriment, de la présence de transporteurs spécifiques, de la compétition avec d'autres nutriments. Un intestin inflammé peut laisser passer certaines molécules et en bloquer d'autres. Ainsi, un apport élevé peut coexister avec une absorption médiocre. 3. Activation. Un nutriment absorbé n'est pas nécessairement actif. De nombreuses vitamines et minéraux sont des précurseurs biologiques qui doivent être transformés par le foie, les reins ou des enzymes dépendantes de cofacteurs précis. Sans ces cofacteurs, le nutriment reste biologiquement inerte ou pire, biologiquement perturbateur. 4. Utilisation. Même activé, le nutriment doit être dirigé vers le bon tissu, intégré dans une voie métabolique fonctionnelle, utilisé dans un contexte physiologique adéquat, pH, équilibre redox, oxydoréduction, signalisation hormonale. L'échec de la supplémentation survient souvent après l'absorption dans ces étapes invisibles mais déterminantes. Exemple emblématique, quand les minéraux déçoivent. Le fer. Le fer est indispensable au transport de l'oxygène, mais il est aussi potentiellement pro-oxydant. Sans cuivre, vitamine A et certaines enzymes du foie, le fer peut s'accumuler sans être correctement incorporé à l'hémoglobine. Résultat paradoxal, ferritine élevée, fatigue persistante, inflammation accrue. Le problème n'est pas le fer. Le problème est le fer sans son réseau d'activation. Le cas du calcium. Le calcium est souvent présenté plutôt comme le minéral de l'os. En réalité, il ne sait pas où aller. Sans magnésium, sans vitamine D active, la forme D3 bien sûr, et vitamine K fonctionnelle, la K2. Sans ces éléments-là, le calcium peut se déposer dans les tissus mous, artères, reins, le cœur, articulations. Un excès de calcium mal orienté ne renforce pas la structure osseuse. Il désorganise la physiologie minérale globale. Le magnésium, souvent pris pour la fatigue ou le stress, le magnésium dépend de la vitamine B6, de l'état des reins, de l'équilibre sodium-potassium et du niveau d'inflammation. Un magnésium mal absorbé ou mal utilisé peut donner l'illusion d'une résistance à la supplémentation alors que le véritable blocage est enzymatique ou hormonal. Le zinc, essentiel à plus de 300 enzymes, le zinc est aussi hautement compétitif. Un apport isolé peut déséquilibrer le cuivre, perturber l'immunité ou la digestion et paradoxalement aggraver des symptômes qu'il était censé corriger. Le zinc illustre parfaitement la règle centrale de la physiologie croisée. Un nutriment n'est jamais neutre vis-à-vis des autres. Le paradoxe des carences malgré la supplémentation. Nous vivons une époque singulière. Jamais l'accès aux compléments n'a été aussi large et jamais les carences fonctionnelles n'ont été aussi fréquentes. Ce paradoxe s'explique par une erreur de perspective. La majorité des carences modernes ne sont pas des manques d'apport, mais des carences d'activation, des carences d'orientation, des carences de synergie, des carences d'organes médiateurs, intestin, foie, rein. Ainsi, on peut mesurer des taux sanguins normaux tout en souffrant de déficits cellulaires profonds. La biologie devient alors trompeuse car elle mesure la présence
par la fonction, ce que révèle l'illusion de la supplémentation isolée. Ce premier chapitre pose une loi fondamentale qui traversera tout l'ouvrage. Dans le corps humain, ce qui compte n'est pas ce que l'on apporte, mais ce que le système est capable d'utiliser. Comprendre cette loi, c'est déjà sortir de la logique simpliste de la pilule corrective pour entrer dans celle plus exigeante, mais plus juste, de la physiologie intégrée. Alors, avant d'aller plus loin, s'il y a des partenaires forever qui me suivent, ils comprennent désormais pourquoi quelqu'un me dit j'ai un problème, j'ai des difficultés à me concentrer et je lui demande d'aller faire le confort digestif. Oui, beaucoup ont compris finalement que si je m'intéresse au confort digestif, c'est parce que le ventre, comme on le dit, c'est notre deuxième cerveau, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut réhabiliter le microbiote pour espérer que la communication entre le ventre et le cerveau se fait autrement que par le seul nerf vague. Le cœur nerf vague est débordé et plutôt excité de tout part si la transmission par les autres voies ne se fait pas bien. Chapitre 2, biodisponibilité, le grand absent des discours nutritionnels. Ce chapitre est fondamental. S'il ne fallait en comprendre qu'un seul pour éviter 80% des erreurs de supplémentation, ce serait celui-ci. La biodisponibilité est souvent réduite à tort à une idée vague. Est-ce que ça passe dans le sang? En réalité, elle décrit la capacité réelle d'un nutriment à devenir biologiquement opérant dans un organisme vivant donné à un moment donné. Autrement dit, un nutriment peut être avalé, absorbé, mesuré et pourtant inutile. Absorption intestinale, différent de efficacité biologique. L'intestin est une porte, pas une destination. Lorsqu'un nutriment traverse la barrière intestinale, il n'a encore rien accompli. Il n'a fait qu'entrer dans le territoire biologique. À ce stade, il est comparable à un colis arrivé dans un immense centre logistique, sans étiquette, sans destinataire et parfois sans autorisation de circulation. Pour qu'un nutriment devienne efficace, il doit ensuite survivre au milieu intestinal, traverser la muqueuse sans être dégradé, entrer dans la circulation sous une forme compatible, être pris en charge par des protéines de transport, être dirigé vers les bons tissus, être transformé en forme active, être intégré dans une voie métabolique fonctionnelle. L'absorption n'est qu'une étape parmi au moins 7. C'est pourquoi on peut observer des taux sanguins normaux associés à une fatigue, une inflammation ou une dysfonction persistante. La biologie standard mesure la présence circulante par l'utilisation cellulaire, transporteur, chélateur et compétition entre minéraux. Une fois absorbé, un nutriment ne circule jamais librement par hasard. Il demande de transporteurs spécifiques, protéines, enzymes complexes, des complexes qui déterminent sa vitesse, sa destination, sa priorité d'utilisation. Les transporteurs, des portes sélectives. Chaque transporteur est comme un portique de sécurité. Il reconnaît certaines formes chimiques. Il peut être saturé, il peut être bloqué par l'inflammation, il peut être concurrencé par d'autres nutriments. Deux minéraux peuvent se disputer le même transporteur. Résultat, augmenter l'un peut réduire l'autre. Les chélateurs, les véhicules invisibles. Un minéral seul est chimiquement instable. Pour être transporté, il doit être chélaté, c'est-à-dire lié à une autre molécule porteuse. Acide aminé, acide organique, peptide. Un mauvais chélateur rend le minéral peu absorbable, favorise son élimination ou augmente son potentiel irritant. Un bon chélateur protège le minéral, facilite son transport, améliore sa tolérance digestive, oriente son utilisation cellulaire.
Deux compléments affichant 100 mg de magnésium peuvent avoir des effets physiologiques radicalement opposés. La composition minérale. Le corps ne multiplie pas les nutriments. Il choisit un excès de zinc. Un excès de zinc peut réduire l'utilisation du cuivre. Un excès de calcium peut freiner le magnésium. Un fer mal intégré peut bloquer d'autres métaux essentiels. Cette compétition explique pourquoi certaines supplémentations aggravent des symptômes qu'elles étaient censées corriger. L'influence déterminante du microbiote. Le microbiote intestinal n'est pas un simple spectateur. Il est un acteur métabolique. Certaines bactéries activent des vitamines, transforment des minéraux, produisent des cofacteurs enzymatiques, régulent l'expression des transporteurs intestinaux. Un microbiote déséquilibré peut empêcher l'activation d'un nutriment pourtant bien absorbé, transformer une substance bénéfique en métabolite irritant, détourner un nutriment à son propre profit. Ainsi, deux individus consommant le même complément peuvent avoir des effets opposés ou aucun effet chez l'un et un effet spectaculaire chez l'autre. La biodisponibilité n'est pas universelle, elle est personnelle. Pourquoi la forme chimique change tout? C'est l'un des points les plus mal compris et les plus déterminants. Un nutriment n'existe jamais en soi. Il existe sous une forme chimique précise et cette forme conditionne son absorption, sa stabilité, son interaction avec les enzymes, son potentiel pro-oxydant ou protecteur. Forme brute vs forme bioactive. Certaines formes doivent être lourdement transformées par le foie ou les reins pour devenir actives. D'autres sont déjà proches de la forme utilisable. Un organisme affaibli, inflammé ou surchargé peut être incapable d'effectuer cette transformation, rendant la supplémentation inutile, voire stressante pour les organes. C'est mon Fable qui s'est versé là. Le corps reconnaît mieux forme synthétique vs forme physiologique. Le corps reconnaît mieux ce qu'il rencontre dans la nature ou dans une matrice cohérente. Certaines formes isolées, bien que chimiquement correctes, perturbent les équilibres redox ou enzymatiques. Le problème n'est pas le synthétique en soi, mais l'inadéquation physiologique. La biodisponibilité comme notion systémique. Ce chapitre nous amène à une définition plus juste. La biodisponibilité est la capacité d'un nutriment à s'intégrer harmonieusement dans les réseaux biologiques existants. Elle dépend de l'intestin, du microbiote, du foie, des reins, de l'état inflammatoire, des cofacteurs disponibles et du contexte global de l'organisme. Ce n'est donc pas une propriété du produit seul, c'est une relation entre un nutriment et un corps vivant. Chapitre 3. Activation enzymatique, le véritable point de bascule. Si la biodisponibilité détermine si un nutriment peut entrer dans le système, l'activation enzymatique détermine s'il peut agir. C'est ici que se joue la frontière invisible entre un nutriment utile, un nutriment inutile et un nutriment potentiellement délétère. Ce chapitre est le cœur conceptuel de la physiologie croisée. Nutriments, des précurseurs inactifs par des solutions prêtes à l'emploi. Contrairement à une idée largement répandue, la majorité des nutriments ne sont pas biologiquement actifs au moment où on les ingère. Ils sont des précurseurs. Un précurseur est une substance qui n'a de valeur que si le corps est capable de la transformer. Analogie fondatrice, le carburant et le moteur. Un nutriment est comparable à un carburant brut. Le fait d'avoir du carburant dans le réservoir ne fait pas avancer le véhicule si le moteur est endommagé, les bougies ne déclenchent pas l'allumage, les injecteurs sont obstrués
ou si le carburant n'est pas adapté au moteur. Vous prenez du gasoil dans un véhicule à essence. Dans le corps, le nutriment est le carburant, les enzymes sont le moteur, les cofacteurs sont les bougies d'allumage, les vitamines sont souvent les systèmes de régulation et de synchronisation. Sans activation enzymatique, le nutriment reste une matière première inerte. Les enzymes, chefs d'orchestre invisibles du vivant. Une enzyme est une protéine catalytique qui permet à une réaction biochimique de se produire plus rapidement, au bon endroit, au bon moment, sans être consommée elle-même. Sans enzyme, la plupart des réactions vitales prendraient des années au lieu des fractions de secondes. Mais une enzyme seule est souvent insuffisante. Cofacteurs et vitamines, les clés de l'activation. La majorité des enzymes humaines sont dépendantes de cofacteurs. Un cofacteur peut être un minéral, magnésium, zinc, fer, cuivre, manganèse, une vitamine, souvent du groupe B, ou une molécule dérivée d'un nutriment. Sans cofacteur, l'enzyme est structurellement présente mais fonctionnellement inactive. Analogie, l'usine sans électricité. Imagine une usine parfaitement construite, machine neuve, chaîne de production intacte, personnel présent, mais sans électricité, rien ne fonctionne. Les enzymes sont les machines, les cofacteurs sont l'électricité. Ajouter plus de matières premières, nutriments, dans une usine sans courant ne relance pas la production, cela encombre les entrepôts. Alors, s'il y a des partenaires Forever qui me suivent, ou s'il y a des gens qui sont restés loin des produits Forever, vous comprenez pourquoi l'aloès, avec sa riche composition, est bénéfique à tout le corps humain. Vous comprenez pourquoi les gens évoluant dans les pays avancés consomment plus le bidon jaune de Forever. Vous comprenez pourquoi croiser les bras et dire je n'ai pas les moyens, c'est une erreur. Ceci est un élément qui doit accompagner votre vie. Je ne suis pas là pour vous vendre. Je vais creuser, je vais faire de la recherche pour édifier, afin d'amener les gens à opérer les choix qui s'imposent. J'espère que très vite, vous vous connecterez à Forever, vous prendrez un numéro en attendant de découvrir davantage. Parce que prenez chacun de mes 100 livres bientôt. Je suis au 99e. Le 100e sortira peut-être demain. Prenez chacun de mes 100 livres et vous trouverez une raison de consommer les compléments alimentaires Forever. Exemple concret d'activation fondamentaux. Magnésium. Et en parlant du magnésium, je vous recommande d'aller chercher le Forever Calcium, vous allez voir. Le magnésium est requis pour plus de 300 réactions enzymatiques, notamment la production d'ATP pour l'énergie, la relaxation musculaire, la transmission nerveuse. Mais sans vitamine B6, sans équilibre sodium-potassium, en présence d'inflammation chronique, le magnésium reste mal utilisé. Résultat, supplémentation sans effet, une fausse impression de résistance. Le fer ne devient utile que s'il est intégré à l'hémoglobine sous une forme contrôlée, protégée de l'oxydation. Cela nécessite du cuivre, enzyme de transport, de la vitamine A pour la mobilisation et un foie fonctionnel. Sans cela, le fer peut s'accumuler, générer du stress oxydatif, nourrir l'inflammation tout en laissant persister une fatigue profonde. Vitamines du groupe B. La plupart des vitamines B sont inactives à l'état brut. Elles doivent être phosphorylées, méthylées ou transformées en coenzymes. Cette transformation exige du magnésium, du zinc, parfois d'autres vitamines B. Une carence en un seul cofacteur peut rendre inefficace tout un groupe vitaminique. Ce qui se passe quand un nutriment n'est pas activé. Lorsqu'un nutriment n'est pas correctement activé, plusieurs scénarios sont possibles. 1. Il est éliminé. Le corps reconnaît qu'il ne peut pas l'utiliser et l'excrète. Supplémentation inutile, portefeuille allégé. Il s'accumule. Le nutriment reste stocké dans le sang, dans le foie ou dans les tissus. Apparence de taux élevé, mais dysfonction persistante. Et là, les gens vous reviennent pour dire, ah, mon taux de tel est normal. Mon taux de tel est normal.
Ne regardez pas le taux, regardez le métabolisme. 3. Il perturbe les équilibres. Un nutriment inactif peut bloquer des transporteurs, déséquilibrer d'autres minéraux, perturber le système redox. Effets paradoxaux, aggravation des symptômes. Le nutriment devient presque poison. C'est ici que la physiologie croisée révèle une vérité dérangeante. Un nutriment non activé n'est pas neutre. Il peut devenir pro-oxydant, inflammatoire, antagoniste d'autres nutriments ou surchargeant pour les organes d'activation, le foie et les reins notamment. Ce n'est pas une toxicité classique par surdosage. C'est une toxicité fonctionnelle par inadéquation. Le poison n'est pas la molécule. Le poison est la molécule hors contexte physiologique. Loi centrale de l'activation enzymatique. La valeur d'un nutriment est strictement limitée par la capacité enzymatique du corps à l'activer. Apporter davantage sans restaurer cette capacité n'accélère pas la guérison, augmente le chaos biologique. Ce que ce chapitre change radicalement. Après ce chapitre, une idée ne peut plus être ignorée. On ne corrige pas une carence sans corriger l'activation. On ne soutient pas une enzyme sans ses cofacteurs. On ne respecte pas la physiologie en isolant une molécule. C'est cette compréhension qui ouvre naturellement la porte au chapitre suivant. Alors, si vous avez envie de suivre le chapitre suivant, mettez des likes, faites un peu de commentaires pour faire vivre ce live. Partagez le live. Merci Geneviève. Partie 2. Quand les nutriments deviennent dysfonctionnels. Permettez-moi de finir mon fable. En tout cas pour ce qui reste. Chapitre 4. Les nutriments bénéfiques sous condition. Ce chapitre marque un changement de regard décisif. Nous quittons l'idée rassurante de nutriments forcément bons pour entrer dans la réalité physiologique. Tout nutriment est conditionnel. Un nutriment n'est ni bon ni mauvais en soi. Il est juste mal orienté ou dysfonctionnel selon son état d'activation, ses cofacteurs, le terrain inflammatoire, la capacité des organes régulateurs. Le fer, de transporteur vital à catalyseur d'oxydation. Le fer est indispensable à la vie. Sans lui, pas de transport de l'oxygène, pas de respiration cellulaire efficace. Mais le fer possède une particularité dangereuse. Il transporte aussi des électrons libres. Le fer comme accélérateur chimique. Merci, je reviens pour le cadeau. En physiologie contrôlée, le fer est lié à des protéines, transférine, ferritine, strictement compartimentées, finement régulées. Lorsqu'il est mal activé ou mal orienté, il devient un catalyseur de réaction d'oxydation. Ce qui se passe en l'absence d'activation correcte. Sans cuivre, vitamine A et enzymes hépatiques fonctionnelles, hépatique c'est l'enzyme du foie, le fer est mal incorporé à l'hémoglobine, il circule sous forme plus libre, il favorise la production de radicaux libres. Résultat paradoxal, fatigue persistante, inflammation chronique, ferritine parfois élevée, stress oxydatif accru. Le fer n'est pas toxique par excès uniquement. Il devient fonctionnellement toxique par mauvaise intégration. Calcium, de bâtisseur osseux à faussaire tissulaire. Le calcium est souvent présenté comme le pilier de la solidité osseuse. Mais le calcium seul n'a aucun sens directionnel. Le calcium ne sait pas où aller. Dans un organisme équilibré, le calcium est dirigé vers l'os, intégré dans une matrice protéique sous contrôle hormonal précis. Sans magnésium, vitamine D active et K fonctionnelle et vitamine K fonctionnelle, le calcium reste circulant, se dépose dans les tissus mous, rigidifie là où la souplesse est vitale. Calcification ectopique, une erreur d'aiguillage.
artères, reins, valves cardiaques, articulations, ce sont les mauvais parkings du calcium. Le problème n'est pas le calcium. Le problème est l'absence de signalisation biologique correcte. Supplémenter du calcium sans restaurer les voies d'orientation revient à renforcer un désordre silencieux. Vitamine A, D, E, puissante, donc dangereuse, sans équilibre. Les vitamines liposolubles sont parmi les plus puissantes régulatrices biologiques. Elles agissent comme modulateurs génétiques, immunitaires et hormonaux. Mais cette puissance implique une règle stricte. Elle fonctionne en réseau. Vitamine D, chef d'orchestre sans orchestre. La vitamine D augmente l'absorption du calcium, mais sans vitamine K et magnésium, elle amplifie un flux non contrôlé, favorise des dépôts inappropriés, déséquilibre la régulation minérale. C'est pour cela que dans le format calcium, vous allez voir de la vitamine D3, vous allez voir du magnésium. La vitamine K étant produite par les bonnes bactéries du microbiote. Oh mon Dieu, ce programme, ce protocole confort digestif avec calcium, c'est quelque chose quand même pour les personnes qui sont des constipés chroniques. Vitamine A régulatrice ignorée. La vitamine A intervient dans la différenciation cellulaire, l'immunité, la mobilisation du fer. Sans équilibre avec la vitamine D, elle peut devenir irritante, perturber certaines voies hormonales. Vitamine E, antioxydant à double tranchant. La vitamine E protège les membranes lipidiques, mais isolée, sans réseau antioxydant, elle peut devenir pro-oxydante, perturber l'équilibre redox cellulaire. Ces vitamines ne sont pas toxiques par nature. Elles deviennent déséquilibrantes lorsqu'elles sont isolées. Oméga 3 mal intégré, quand la protection devient agression. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés hautement bénéfiques et hautement instables. Une structure chimiquement fragile. Leur richesse en double liaison les rend très sensibles à l'oxydation, dépendant d'un environnement antioxydant solide. Oméga 3 sans protection égale peroxydation lipidique. Sans vitamine E, sans réseau antioxydant, sans intégration membranaire correcte, les oméga 3 s'oxydent, endommagent les membranes cellulaires, génèrent des signaux inflammatoires. Un oméga 3 oxydé, un oméga 3 oxydé n'est plus anti-inflammatoire, il devient un facteur de stress cellulaire. La loi cachée derrière ces exemples. Tous ces cas illustrent une même règle fondamentale. Un nutriment puissant sans conteste devient perturbateur. Ce chapitre ne dit pas ne prenez pas de nutriments. Il dit ne les sortez jamais de leur écosystème physiologique. Naissance du concept clé, le nutriment presque poison. Un nutriment presque poison n'est pas un toxique classique, un surdosage aigu, une substance étrangère. C'est un nutriment essentiel, absorbé mais mal activé, mal orienté, mal équilibré. Il ne détruit pas immédiatement, il désorganise lentement. C'est ce type de toxicité silencieuse qui explique l'échec de nombreuses supplémentations, les effets paradoxaux, les maladies chroniques sans cause apparente. Après avoir compris comment un nutriment devient dysfonctionnel, il devient indispensable de comprendre pourquoi le corps ne parvient plus à maintenir l'équilibre. Et c'est là où nous tombons sur le chapitre 5, le concept d'un nutriment presque poison. Ce chapitre ne cherche pas à provoquer. Il cherche à nommer précisément un phénomène physiologique réel largement ignoré. La toxicité indirecte, lente, contextuelle, produite non pas des poisons, mais par des nutriments essentiels mal intégrés. Quand l'absence d'activateur transforme l'effet, un nutriment n'agit jamais seul. Il agit dans une réaction via une enzyme avec des cofacteurs dans un tissu précis. Le point clé, sans activateur, l'effet change de nature. Lorsqu'un activateur manque, enzyme fonctionnelle, cofacteur minéral, vitamines associées, 3 bascules peuvent se produire. 1. Perte de fonction. Le nutriment est présent mais n'exerce pas l'effet attendu.
2. Détournement de fonction. Le nutriment entre dans une voie secondaire souvent moins contrôlée. 3. Inversion fonctionnelle. Le nutriment déclenche un effet opposé à celui recherché. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité de transformation. Analogie structurante, la clé mal taillée. Une clé mal taillée peut ne pas ouvrir la porte, inefficacité, rester coincé dans la serrure, blocage, casser le mécanisme, dommage. Le nutriment mal activé agit de la même façon. Exemple clinique et mécanisme moléculaire. Fer sans activateur, fatigue inflammatoire. Mécanisme moléculaire. Fer mal incorporé au complexe protéique, augmentation du fer libre, activation de réactions d'oxydation, donc radicaux libres, stimulation de l'inflammation de bas grade. Clinique observée. Fatigue persistante malgré supplémentation, douleur diffuse, troubles digestifs, ferritine parfois élevée mais hémoglobine inefficace. Le fer n'est pas toxique. Il devient pro-inflammatoire faute d'intégration enzymatique. Calcium sans signaux d'orientation, rigidité silencieuse. Mécanisme moléculaire. Absorption augmentée, absence de guidage vers l'os, dépôt calcique extracellulaire, perturbation de la circulation vasculaire. Effet clinique observé, calcification, tension artérielle rigide, douleur articulaire, vieillissement accéléré des tissus. Le calcium devient un facteur de rigidification, non de solidité. Antioxydant isolé, stress oxydatif paradoxal. Mécanisme moléculaire. Neutralisation partielle des radicaux, absence de régénération antioxydante, déséquilibre redox, accumulation de formes oxydées intermédiaires. Effet clinique observé, fatigue, baisse de performance, récupération médiocre, inflammation persistante. Un antioxydant isolé peut devenir pro-oxydant. Dose vs contexte physiologique. La toxicologie classique enseigne, c'est la dose qui fait le poison. La physiologie croisée corrige, c'est le contexte qui fait la fonction. Pourquoi? La dose seule est une fausse sécurité. Une petite dose mal intégrée peut perturber un système fragile. Une dose élevée, bien intégrée, peut être parfaitement tolérée. Ce qui compte, l'état enzymatique, le statut inflammatoire, l'équilibre des cofacteurs, la capacité d'élimination. La dose n'est qu'un paramètre secondaire. Waouh! J'espère que mes amis comprennent ça. En tout cas, les partenaires Forever qui ont expérimenté les protocoles, la première fois que les gens ont entendu, mettez 20 compléments d'huile blend, 30 compléments d'absorbance dans le verre à gel et buvez en une journée, on a dit waouh, mais je ne peux pas, ça va me. Et pourtant, les gens prennent ça aujourd'hui, ils sont contents. Quand ils le prennent, ils sont heureux. Oui, un truc consommé à petite dose peut faire plus de mal que la même chose bien combinée, consommée à dose élevée. Je rappelle donc, la toxicologie classique enseigne, c'est la dose qui fait le poison. D'ailleurs, le principe de Paracelsus, ça dit quoi? Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Nous, on a corrigé ça. D'accord? La physiologie croisée corrige, c'est le contexte qui fait la fonction. Vous voyez? C'est deux chemins différents. Une petite dose mal intégrée peut perturber un système fragile. Une dose élevée, bien intégrée, peut être parfaitement tolérée. Ce qui compte, c'est l'état enzymatique, le statut inflammatoire, l'équilibre des cofacteurs, la capacité d'élimination. La dose n'est qu'un paramètre secondaire. Pourquoi la toxicité est souvent indirecte? La toxicité nutritionnelle moderne est rarement aiguë, spectaculaire, immédiatement détectable. Elle est le plus souvent indirecte. Le nutriment perturbe un autre système, bloque un transporteur par exemple, épuise un cofacteur ou surcharge un organe. Elle peut être cumulative. Les effets apparaissent après des mois, des années d'accumulation silencieuse. Masquée, les analyses biologiques standards restent normales. Le nutriment est présent, mais la fonction est altérée. Le corps compense longtemps, le symptôme apparaît tard. Le nutriment presque poison, définition précise. Un nutriment presque poison, c'est un nutriment essentiel pris avec une intention bénéfique, mais
sans activateur, sans synergie, sans respect du terrain physiologique, produisant donc une perturbation lente, une inflammation de bas grade, un dysfonctionnement systémique. Ce n'est pas une erreur grossière, c'est une erreur subtile, donc dangereuse. Mes amis qui continuent de prendre les tisanes, faites attention aux nutriments presque poison. Ce que ce concept change radicalement. Après ce chapitre, une bascule intellectuelle est inévitable. On ne demande plus est-ce bon, on demande est-ce cohérent avec la physiologie actuelle de cette personne. Lorsque votre âge avance, vous devez éviter de continuer à prendre des trucs sur alcool ou bien dit, je ne sais pas, des tisanes. Vous devez éviter d'aligner des bouteilles de tisane dans votre... De toute façon, quand je suis quelqu'un, quand je fais un protocole à quelqu'un et que la personne me dit, ah, on m'a aussi fait une décoction que je prends à côté, je ferme mon portable à cette personne-là et je l'oublie. Vous ne pouvez pas vous amuser à investir autant dans des produits de qualité aussi élevés et puis mélanger avec du bachotage. Le spirituel, oui, vous pouvez aller faire des libations, faites tout ce que vous voulez, mais ce que vous avalez, vous devez faire attention à ça. Qu'est-ce que la décoction peut vous apporter que les mélanges que moi je vous propose ne vous apportent pas? Pardon. Prenons-nous vraiment au sérieux. Arrêtons-nous pour lire. Arrêtons-nous pour fouiller un peu. Et on évitera de commettre certaines erreurs. Ce que ce concept change radicalement, on l'a dit. La supplémentation cesse d'être un acte automatique. Elle devient un acte de régulation biologique. Comprendre le nutriment presque poison conduit naturellement à une question essentielle. Comment éviter ces dérives? La réponse tient en un mot, synergie. Donnez-moi quelques minutes et je vous reviens avec le chapitre 6, le rôle protecteur des synergies naturelles. Chapitre 6 donc, le rôle protecteur des synergies naturelles. Après avoir compris comment un nutriment peut devenir dysfonctionnel lorsqu'il est isolé, une question s'impose naturellement. Laissez-moi vérifier rapidement si on ne me propose pas le... Pas encore. Ok. Tu me surveilles. Quand j'approcherai 58 minutes, avertis-moi. D'accord? S'il me faut encore ce coup-là, je les abandonne et je m'installe sur YouTube. Point barre. Je ne vais pas continuer à surveiller tout le temps. Après avoir compris comment un nutriment peut devenir dysfonctionnel lorsqu'il est isolé, une question s'impose naturellement. Comment le vivant évite-t-il ces dérives? La réponse est simple, mais profondément sous-estimée par la synergie. La nature n'utilise jamais une molécule seule. Elle les organise en réseaux fonctionnels, autorégulés, redondants et protecteurs. Antioxydants, isolés, vs réseau antioxydant. Le mythe de l'antioxydant miracle. Un antioxydant est souvent présenté comme un bouclier contre les radicaux libres. Cette image est fausse, ou plutôt incomplète. Un antioxydant ne détruit pas un radical libre sans conséquence. Il lui cède un électron et devient lui-même instable. Un antioxydant isolé se sacrifie et reste oxydé. Le réseau antioxydant, une chaîne de relais. Dans le vivant, les antioxydants fonctionnent en réseau de régénération. L'un neutralise, l'autre régénère. Un troisième stabilise, un quatrième recycle. Exemple simplifié. La vitamine E protège les membranes. Elle est régénérée par la vitamine C.
quand il est qui elle-même régénérée par le glutathion, dont la synthèse dépend du sélénium, du zinc et du magnésium. Je vous reprends cela. Non, ce n'est pas utile. Vous allez réécouter. Isoler un antioxydant, c'est rompre la chaîne. Le résultat peut être un stress oxydatif paradoxal. La synergie n'augmente pas seulement l'efficacité, elle empêche la dérive fonctionnelle. Minéraux antagonistes et complémentaires. Excusez-moi, voilà. Heureusement que je suis vigilant. Ils ont déjà proposé le puzzle. Et je ne vois même pas. Voilà, deuxième est là. Allez. Et c'est ajusté. Il reste un peu. Voilà, heureusement j'ai réussi le puzzle. Il s'en est fallu de peu pour qu'il me ferme encore mon truc et que je vous perde. Dieu merci, j'ai été vigilant. On y va donc. Isoler l'antioxydant, c'est rompre la chaîne. Le résultat peut être quoi? Un stress oxydatif paradoxal. La synergie n'augmente pas seulement l'efficacité, elle empêche la dérive fonctionnelle. Minéraux antagonistes et complémentaires. Les minéraux sont parmi les nutriments les plus interdépendants du corps humain. Ils partagent des transporteurs, des enzymes, des voies d'élimination. Antagonisme, une rivalité nécessaire. Certains minéraux se font concurrence. Le calcium concurrence le magnésium, le zinc concurrence le cuivre, le sodium concurrence le potassium. Cet antagonisme n'est pas un problème. Il est un mécanisme de régulation fine. Milliers. Quand vous attendez des choses comme ça, vous voulez supprimer. Ah, pourquoi ils sont antagonistes? Il faut éliminer un. Non. Le corps n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Supprimer l'un par excès de l'autre, c'est désorganiser la régulation. Complémentarité, c'est l'effet levier. D'autres minéraux fonctionnent ensemble. Magnésium plus potassium pour l'excitabilité cellulaire. Fer plus cuivre pour le transport de l'oxygène. Zinc plus sélénium pour l'immunité de l'antioxydant. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand les gens ont des problèmes et qu'ils consomment Forever Nature Mine, ils se sentent à l'aise. Ils consomment le daily, ils se sentent à l'aise. Je ne vous demande pas d'aller consommer simplement aveuglement. Je vous donne juste un exemple. Assurer la disponibilité de tout le réseau. Un minéral seul agit faiblement, un duo cohérent agit profondément. La synergie minérale protège contre les accumulations, les carences secondaires, les effets paradoxaux. Vitamines liposolubles et les partenaires. Les vitamines ADEK, c'est les vitamines liposolubles, sont puissantes parce qu'elles influencent l'expression des gènes, la stérilisation hormonale, la différenciation cellulaire. Mais cette puissance impose une règle stricte. Elles ne sont jamais censées agir seules. Exemple de synergie critique. La vitamine D augmente l'absorption du calcium. La vitamine K oriente le calcium. Le magnésium permet l'activation enzymatique. La vitamine A équilibre les effets immunitaires de la vitamine D. La vitamine E protège les lipides, mais dépend d'un réseau antioxydant pour rester protectrice. Isoler une vitamine liposoluble revient à forcer un levier biologique sans contrepoids. La synergie agit ici comme un système de sécurité intégré. La nature comme modèle de formulation. Dans les aliments non transformés, les nutriments ne sont jamais isolés, sont intégrés dans une matrice, sont accompagnés de leurs cofacteurs naturels. C'est ce que le professeur Joël appelle le totum du fruit. D'accord? Un exemple. Un fruit, une plante, un tissu vivant ne contient pas de la vitamine C seule, du magnésium seul, un antioxydant pur. Il contient des vitamines, des minéraux, des enzymes, des polyphénols, des fibres, des lipides protecteurs. La nature ne mise pas sur la force brute, elle mise sur l'équilibre dynamique. Ce que cela implique pour la supplémentation. Une formulation physiologiquement intelligente respecte les synergies naturelles, évite les essais isolés, soutient les voies d'activation, réduit les risques de dérive. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de cohérence biologique. C'est ça que l'on appelle qualité ici. La synergie comme principe de sécurité. Si le nutriment presque poison existe, c'est parce que la synergie a été rompue. La synergie limite l'oxydation, répartit les flux, amortit les essais, protège les tissus.
Elle est le système immunitaire de la nutrition. Loi centrale de ce chapitre. Ce n'est pas le nutriment isolé qui nourrit le corps, mais le réseau dans lequel il s'insère. La synergie n'est pas un bonus, c'est une condition de sécurité et d'efficacité. On va avancer maintenant vers la partie 3, les axes majeurs d'interdépendance organique. Et je crois que c'est là où je vais prendre congé de vous. Geneviève, c'est bon, non? Merci beaucoup. On va continuer plus tard, si vous avez la chance. Le chapitre 7, intestin, le chef d'orchestre silencieux. Je vais quand même parcourir le chapitre 7 avant de m'arrêter, pour donner un peu l'eau à la bouche. Si la physiologie croisée devait désigner un organe central, non pas le plus visible, mais le plus déterminant, ce serait l'intestin. Non pas ce qu'il digère, mais parce qu'il coordonne. L'intestin n'est pas un simple tube d'absorption. Il est à la fois une frontière immunologique, un centre de tri métabolique, un capteur environnemental et un chef d'orchestre biochimique. Quand il fonctionne bien, presque tout fonctionne mieux. Quand il dysfonctionne, aucune supplémentation ne peut compenser durablement. Barrière intestinale, là où tout commence, où se dérègle. Une frontière active, pas un simple filtre. La paroi intestinale est une barrière vivante constituée de cellules épithéliales jointes par des joints serrés, d'un mucus protecteur, d'un système immunitaire local massif, environ 70% de l'immunité. Son rôle n'est pas de laisser passer ce qui est bon et bloquer ce qui est mauvais de manière passive. Elle sélectionne, module, réagit. Quand la barrière devient perméable, sous l'effet de stress chronique, de l'inflammation, de certaines infections, d'aliments ou substances irritantes, les jonctions se relâchent. Des molécules incomplètement digérées passent dans la circulation, le système immunitaire réagit, une inflammation systémique de bras gras s'installe. Conséquence majeure, un intestin inflammé absorbe moins bien les micronutriments, mais laisse passer plus facilement des substances indésirables. Le paradoxe est cruel. Plus d'inflammation, moins de nutriments utilisables, absorption des micronutriments, une logistique de haute précision. Le paradoxe c'était quoi? Plus d'inflammation et moins de micronutriments utilisables. Je suis à un autre titre maintenant. Absorption des micronutriments, une logistique de haute précision. L'absorption intestinale n'est pas un phénomène global. Chaque nutriment utilise des transporteurs spécifiques, dépend d'un pH local, est influencé par la présence d'autres nutriments. Par exemple, la pepsine n'est pas activée quand le pH n'est pas acide, le pH n'est pas autour de 4. Et quand la pepsine n'est pas activée, les protéines sont mal découpées, donc mal digérées. Absorption différente de entrée massive. Un nutriment absorbé efficacement est reconnu, pris en charge, acheminé vers des voies précises. Un nutriment absorbé dans un intestin dysfonctionnel peut être mal transporté, mal chélaté ou rapidement éliminé. L'intestin décide de ce qui mérite d'entrer dans la physiologie fonctionnelle. Le microbiote, activateur métabolique invisible. Le microbiote intestinal est souvent présenté comme un écosystème bactérien, c'est vrai, mais incomplet. Il est surtout un organe métabolique additionnel. Ce que fait réellement le microbiote. Certaines bactéries intestinales activent les vitamines, produisent des cofacteurs enzymatiques, transforment des polyphénols en molécules actives, modulent l'expression des transporteurs intestinaux. Sans microbiote fonctionnel, certains nutriments restent chimiquement présents mais biologiquement muets. Dysbiose égale rupture de la physiologie croisée. Un microbiote déséquilibré peut détourner des nutriments à son profit, produire des métabolites inflammatoires, perturber la signalisation immunitaire, bloquer des voies d'activation. Deux personnes prennent le même complément. L'une va mieux, l'autre ne ressent rien, la troisième va plus mal. La différence n'est pas le produit, la différence est l'intestin. Nutriment inefficace à cause de l'intestin dysfonctionnel. C'est l'un des constats cliniques les plus fréquents et les plus mal compris. Scénario typique. Supplémentation correcte, dose adéquate, produit de qualité, mais aucun bénéfice durable. Pourquoi? Parce que l'absorption est incomplète, l'activation microbienne est absente, l'inflammation détourne les ressources enzymatiques, le foie reçoit un signal de danger et pas de construction. Le corps refuse d'investir dans l'anabolisme.
quand la frontière est compromise. Anabolisme, c'est la réparation. Loi physiologique fondamentale. Le corps privilégie toujours la défense sur la réparation. Un intestin inflammé signale une menace. Dans ce contexte, les nutriments sont redirigés vers la survie, pas vers l'optimisation fonctionnelle. L'intestin comme condition préalable à toute correction. Ce chapitre impose une règle incontournable. On ne corrige jamais une carence sans corriger l'intestin. Pas parce que l'intestin est à la mode, mais parce qu'il est la porte d'entrée, le premier filtre, le premier décideur. Supplémenter sans restaurer l'intestin, c'est verser de l'eau dans un récipient fissuré. C'est comme verser de l'eau dans un panier. C'est renforcer l'inflammation et nourrir la frustration thérapeutique. Ce que ce chapitre change radicalement. Après avoir compris le rôle de l'intestin, la supplémentation cesse d'être un réflexe. Elle devient une étape secondaire, précédée par la restauration du terrain digestif. L'intestin n'est pas un organe parmi d'autres. Il est le point d'entrée de toute physiologie croisée. Et Dieu merci, dans l'univers Forever et surtout à l'école de santé réussite, nous avons créé le protocole confort digestif pour vous aider à récupérer votre intestin. Merci d'avoir été là ce soir. Alors, chapitre 8, le foie, le grand transformateur, on y viendra si vous avez la chance. Le livre que je viens de vous présenter, c'est Physiologie croisée, l'un des derniers livres que je viens de publier. Quand le corps ne fonctionne jamais en pièces détachées. Physiologie croisée par Jean-Louis Dessous. Un livre que vous pouvez retrouver tout de suite sur Amazon. Merci de votre merveilleuse présence à nos côtés. Mes amis de YouTube, vous retrouverez la vidéo tout à l'heure en direct. Non, pas en direct, en replay. Voilà, vous allez retrouver le replay tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, là où on se retrouve très souvent, chaque matin, Santé Réussite TV, même nom que la chaîne TikTok. Et c'est ici que je vais m'arrêter et saluer